Les live streams sont censés être bruts, sans filtre et authentiques. Mais parfois, ce qui se déroule à l'écran tourne en quelque chose auquel personne n'était préparé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 nouvelles histoires vraies d'influenceurs qui ont perdu la vie en direct, piégés dans l'instant, sans seconde prise possible. Certains cherchaient des vues, d'autres se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui avait commencé comme du contenu s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre et d'inoubliable. Le 26 juillet 2025, à Guayaquil, en Équateur, Keila Andreina González Mercado, créatrice TikTok de 28 ans, faisait un live stream depuis chez elle. Elle buvait en compagnie d'une amie et du petit ami de cette dernière, Manuel Andrés Alava Lazaro. Keila était connue pour son humour et sa franchise. Sa famille la décrivait comme une blagueuse et en ligne, elle utilisait le surnom Chubby. Ce soir-là, son direct avait commencé normalement, mais s'est terminé d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Au début, tout semblait ordinaire. La vidéo montrait les trois assis ensemble, riant et buvant. Le live n'a duré que quelques minutes, mais en très peu de temps, l'ambiance a basculé. Keila a commencé à plaisanter avec Manuel, qui tenait une arme à feu. Elle a regardé la caméra et a dit « Tire-moi 2 fois, je t'en supplie. Mais plus tard, laisse-moi d'abord me saouler. » Elle a ri, puis a ajouté « Tu vas me tirer 2 balles dans la tête, tu finiras d'un coup, je ne veux pas souffrir. 2 dans la tête. » Son ami, alarmé, a répondu en arrière-plan « Non, non. » Mais Keila est restée calme et a appelé Manuel. Manuelito, quelques secondes plus tard, 2 coups de feu ont retenti. Le direct s'est arrêté aussitôt. Keila avait été touchée à la tête et est morte sur le coup. Le téléphone, toujours en train d'enregistrer, avait tout capté. Ses spectateurs ont assisté à la scène en direct, doutant d'abord de sa véracité. Son ami a interrompu le live et a couru prévenir les proches de Keila qui vivaient à proximité. D'abord, ils ne l'ont pas cru, mais un membre de la famille s'est rendu chez Keila pour vérifier. La porte était fermée, la musique jouait encore. Par une fente sous la porte, ils ont aperçu ses pieds. Ils ont cru qu'elle était encore assise avec ses amis, mais en découvrant toute l'histoire, ils ont forcé la porte. Ils l'ont trouvée toujours assise sur la chaise, la même que celle du live stream, le corps couvert de sang. Son téléphone était resté sur la table. Plus tard, un proche versé en technologie a récupéré les images. Manuel Andrés Alava Lazaro s'est enfui à moto. Il n'a pas été retrouvé depuis. Selon la presse locale, il traîne un long passé criminel, incluant 4 condamnations pour vol. Il porte aussi des tatouages distinctifs, une larme sous un œil et un fusil sur le cou, des symboles souvent associés au gang. La famille de Keila affirme ne pas le connaître personnellement. « Nous le connaissions seulement de vue », a confié un proche. Un autre a ajouté qu'il était triste de voir que certains jeunes admiraient ce style. Les autorités équatoriennes confirment que Manuel est toujours en fuite et qu'une enquête complète est en cours. Keila était la benjamine de 3 sœurs. Elle assumait pleinement son surnom Chubby en ligne, où elle partageait blagues et pensées personnelles. Dans sa dernière publication, elle écrivait « Mon objectif est clair, continuer à être une bonne femme, marcher avec Dieu et rester une personne humble qui ne fait de mal à personne. » Elle se décrivait aussi comme ayant un caractère fort, un regard malicieux et un cœur généreux. Sa grand-mère lui avait pourtant déconseillé de sortir quelques jours auparavant, disant qu'elle avait un mauvais pressentiment. Keila avait répondu « Si je meurs, on m'enterrera avec ma tante, décédée 8 mois plus tôt. » Sa famille se demande aujourd'hui si elle ne pressentait pas quelque chose. Beaucoup pensaient que la vidéo était truquée, mais quand la presse a confirmé son authenticité, le choc a été brutal. Hélas, ce n'était pas un cas isolé. 2 mois plus tôt, l'influenceuse Valeria Marquez, 23 ans, faisait un direct depuis son salon de coiffure à Zapopan, au Mexique. 2 hommes se faisant passer pour des livreurs sont entrés. L'un d'eux a tiré. Valeria est morte sur le coup. Son affaire est toujours en cours d'enquête. Les 2 jeunes femmes avaient de nombreux abonnés et utilisaient leur plateforme pour partager de la joie. Mais toutes 2 ont perdu la vie en plein live stream. On ignore encore si la mort de Keila était préméditée ou due à une imprudence. Mais 2 balles ont suffi à lui ôter la vie devant ses spectateurs. Manuel est toujours en fuite. Les autorités poursuivent leurs recherches. Keila était bien plus qu'une créatrice de contenu. Elle était une sœur, une amie et une source de joie pour son entourage. Ces derniers instants ont été captés sur le même écran où, autrefois, elle faisait sourire les gens. Le 30 décembre 2016, à Cedar Town, en Géorgie, Caitlin Nicole Davis, une collégienne de 12 ans connue en ligne sous le pseudo It's Dolly, a lancé un live stream sur l'application LiveMe. Elle se tenait dans son jardin, sous un arbre. Elle a regardé la caméra et a commencé à parler des souffrances qu'elle avait vécues, des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais subir. Ce qui allait suivre est devenu l'un des événements les plus bouleversants jamais partagés sur les réseaux sociaux, soulevant de graves questions sur la sécurité des enfants, les contenus en ligne et la santé mentale. Caitlin
Caitlyn avait 2 jeunes frères et sœurs, Abigail et AJ, qu'elle aimait profondément. Depuis plusieurs semaines, elle partageait sa vie en ligne à travers des blogs et des vidéos. Elle y parlait de conflits familiaux, de douleurs émotionnelles et faisait des révélations troublantes qui ont poussé la police à enquêter sur sa situation à la maison. Elle utilisait des plateformes comme Facebook et LiveMe pour s'exprimer librement. Dans de nombreux enregistrements, elle pleurait et paraissait dépassée. Elle racontait que son beau-père lui avait dit qu'elle ne valait rien et l'avait même encouragée à s'autodétruire. Elle affirmait aussi qu'il l'avait blessée physiquement et d'une façon qu'aucun enfant ne devrait connaître. Caitlyn disait se sentir abandonnée par son père biologique et harcelée à l'école. Elle avait également été piégée en ligne par quelqu'un se faisant passer pour une autre personne. Elle avait admis avoir recherché des moyens de se faire du mal et avait déjà été hospitalisée pour tentative. Quelques jours avant son dernier live, elle avait partagé des images d'automutilation et écrit sur sa souffrance. Malgré cela, elle continuait à poster des messages de soutien à d'autres jeunes traversant les mêmes épreuves. Le 30 décembre, elle a relancé un direct. La vidéo a duré 42 minutes. Elle a parlé des traumatismes qu'elle avait subis et a fait ses adieux. Elle a utilisé un seau pour grimper et a attaché une corde autour de son cou. La caméra a continué d'enregistrer même après qu'elle ne bougeait plus. Pendant près de 20 minutes supplémentaires, le direct est resté actif. On entend une femme appeler son prénom en arrière-plan. Mais il était déjà trop tard. De façon choquante, la vidéo n'a pas été signalée immédiatement. Elle a d'abord été vue par un policier en Californie et non en Géorgie. Cet agent a alors contacté la police du comté de Polk qui s'est précipitée chez Caitlyn et l'a transportée au Polk Medical Center. Le pire est arrivé après. La vidéo a été copiée et s'est rapidement propagée sur Internet. Certains l'ont regardée par curiosité, d'autres affirmaient la partager pour sensibiliser. Mais beaucoup ont été choqués. La vidéo complète a fini par circuler sur YouTube et Facebook, accumulant des dizaines de milliers de vues. Certaines plateformes l'ont supprimée, mais d'autres non, et certaines en ont même tiré profit. Le chef de la police du comté de Polk, Kenny Dodd, a déclaré que son service avait demandé au site de retirer la vidéo. Mais en l'absence de loi les y obligeant, beaucoup ont refusé. Il a ajouté « C'est simplement une question de décence ». Des associations de santé mentale et de protection de l'enfance sont alors intervenues. Le NSPCC a déclaré que les plateformes devraient être contraintes de supprimer immédiatement ce genre de contenu. Young Minds, un organisme de santé mentale pour jeunes, a souligné que cette vidéo montrait l'urgence de loi sur la sécurité en ligne. Le docteur Mark Bush de Young Minds a rappelé que les entreprises technologiques avaient une responsabilité morale d'agir plus vite et de travailler en étroite collaboration avec les associations de protection des enfants. 3 jours seulement avant sa mort, Caitlyn avait écrit sur son blog pour décrire sa douleur. « Ça fait mal, tout me fait mal. Mon cœur, mon âme, mes sentiments, mon corps. » La police a confirmé qu'elle avait déjà commencé à enquêter sur ces accusations avant le drame. Le bureau d'investigation de Géorgie a procédé à son autopsie, mais les résultats n'ont pas été rendus publics. Par la suite, son histoire a attiré l'attention internationale. Elle a contribué à pousser certains groupes à soutenir le Digital Economy Bill au Royaume-Uni, qui réclamait des règles plus strictes pour les plateformes sociales. Même si Caitlyn vivait aux États-Unis, son histoire a bouleversé bien au-delà de ses frontières. YouTube a finalement retiré la vidéo pour violation de ses règles. Facebook a déclaré travailler à supprimer toutes les copies restantes. LiveMe, de son côté, n'a pas fait de déclaration publique. La famille de Caitlyn a perdu bien plus qu'une fille. Elle a perdu son intimité. Encore aujourd'hui, la vidéo circule toujours en ligne. Caitlyn était une enfant de 12 ans qui avait tenté de parler, demander de l'aide et partager sa douleur. Mais personne n'a su la sauver à temps. Le 8 septembre 2024, à Plazy, en Tchéquie, une jeune femme nommée Linda était en train d'accoucher de son premier enfant. Mais ce n'était pas un accouchement à l'hôpital. Cela se passait dans une maison privée, le siège d'un groupe appelé La Vie dans le Cœur. À la tête de ce groupe se trouvait Lucas S., 46 ans, qui se présentait comme un guide spirituel. Ce jour-là, il a pris la décision de diffuser l'intégralité de la naissance en direct sur YouTube pour ses abonnés. Pour Lucas, il ne s'agissait pas d'un moment intime entre une mère et son enfant. Il croyait que la naissance, dans sa forme la plus pure, devait être partagée avec le monde. Linda lui faisait confiance et suivait les croyances du groupe. Alors, elle a accepté. Mais ce qui s'est produit n'avait rien de spirituel. C'était troublant et cela s'est terminé en tragédie. Linda a accouché dans la journée. Il n'y avait ni médecin, ni sage-femme, ni matériel médical adapté. Tout a été géré par les membres du groupe, aucun n'ayant reçu de formation en obstétrique ou en situation d'urgence. Le bébé est né vivant, mais au lieu de couper le cordon ombilical, ils ont insisté pour le laisser attaché pour des raisons spirituelles. Ils croyaient que ce lien physique entre la mère et l'enfant devait perdurer plusieurs heures après la naissance. Ainsi,
Pendant les 12 heures suivantes, Linda et son nouveau-né sont restés connectés. Au fil du temps, l'état de Linda s'est aggravé, elle est devenue visiblement malade. Mais personne n'a appelé de secours. Selon Lucas, cela faisait partie d'un processus spirituel. Plus tard, il a affirmé que, lors d'une étreinte avec Linda, il avait senti la présence d'un démon aux cheveux gris. Selon lui, cette présence lui aurait transmis un message, non pas en mots, mais en sensations, disant « Quand il naîtra, je le noierai ». Lucas croyait que cette présence habitait toutes les femmes. Il la tenait pour responsable de la douleur et des entraves à l'amour. Mais en réalité, Linda était en détresse physique grave. Et pourtant, ce n'est que le lendemain que les services d'urgence ont été contactés. Marianne, le compagnon de Linda et père du bébé, a finalement passé l'appel. Mais il était déjà trop tard. Lucas a ensuite décrit la scène. « J'ai essayé de la réveiller, j'ai regardé dans ses yeux, mais elle ne répondait pas. Je lui ai donné des claques. Elle était comme morte. Comme si elle avait été sous l'eau depuis 20 jours. Il a raconté qu'il l'avait allongée dans le couloir et commencé un massage cardiaque en suivant les instructions des secours. Mais elle ne s'est jamais réveillée. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que Linda était en état de mort cérébrale. Elle a ensuite été déclarée décédée. Son bébé a survécu et a été gardé à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Le live stream avait tout montré, de l'accouchement aux heures qui ont suivi. Les spectateurs n'ont pas clairement vu une urgence médicale, mais ils ont assisté à la souffrance d'une femme entourée de personnes persuadées de la guider spirituellement, alors qu'il n'en était rien. Il n'y avait aucun soin médical, aucun soutien compétent et aucune compréhension des dangers. Garder le cordon ombilical attaché aussi longtemps peut causer des infections. Et quand Linda a montré des signes évidents de malaise, personne n'a agi, parce qu'ils interprétaient mal la situation. Quand ils ont enfin cherché de l'aide, il était trop tard. Lucas n'a pas accepté de responsabilité. Au contraire, il a affirmé que des forces surnaturelles étaient en cause. Ce sont des démons qui nous influencent, a-t-il déclaré. Selon lui, ce qui s'était passé n'aurait pas pu être évité. Les voisins de Plazy trouvaient depuis longtemps ce groupe étrange. Certains disaient que ses membres entraient pieds nus dans les magasins. D'autres savaient que la maison appartenait à Marianne, un informaticien. « Il est intelligent », disait un voisin, mais il a perdu la tête. Le groupe vivait plutôt isolé, mais organisait parfois des rassemblements bruyants. La plupart des habitants préféraient garder leur distance. Après le décès de Linda, la police a ouvert une enquête. Les autorités ont confirmé qu'elles examinaient une possible négligence criminelle, en particulier si le retard à appeler les secours avait causé sa mort et si les rituels du groupe, comme le cordon non coupé, avaient accéléré la dégradation de son état. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la vie dans le cœur, ses croyances et son chef, Lucas S. Linda avait confiance en ceux qui l'entourait. Mais dans les heures qui ont suivi son accouchement, sa santé s'est effondrée. Ce qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé en drame. L'enquête est toujours en cours. Le 15 janvier 2023, au Népal, le vol 691 de Yeti Airlines effectuait un court trajet, seulement 27 minutes, de Katmandou à Pokhara, une ville réputée pour ses vues sur les montagnes et son attrait touristique. À bord se trouvaient 72 personnes, 68 passagers et 4 membres d'équipage. Parmi eux, 4 amis originaires de Ghazipur. Dans l'Uttar Pradesh en Inde, Sonu Jaiswal, Anil Rajbhar, Vishal Sharma et Abhishek Singh Kushwaha. Ils étaient venus au Népal pour visiter des temples et découvrir la région. Sonu Jaiswal, 29 ans et père de 3 enfants, a commencé à diffuser en direct sur Facebook alors que l'avion approchait de Pokhara. Au début, tout semblait normal. La vidéo le montrait souriant, filmant la vue depuis le hublot, des champs verts, des bâtiments et des montagnes. Ses amis riaient et se détendait. L'un d'eux a dit « C'est vraiment amusant ». Mais moins d'une minute plus tard, tout a basculé. L'avion s'est brusquement incliné, la caméra s'est mise à trembler. Des passagers ont commencé à crier. Puis un bruit assourdissant a retenti, l'écran est devenu noir et des flammes sont apparues. La fumée a envahi le cadre. Le direct a continué, mais plus personne n'était en vie. L'appareil était un ATR 72 bimoteur âgé de 15 ans. À 10h50, il avait établi son dernier contact avec la tour de contrôle. Le temps était clair et calme. Tout semblait normal. Mais à moins de 2 km de la piste, l'avion a soudain viré à gauche et piqué brusquement près de la gorge de la rivière Seti. Kumbahadur Chetri, un habitant, a vu l'avion depuis son toit. Il a raconté qu'il avait tremblé en plein vol avant de plonger brutalement. Arun Tamu, un autre témoin, a couru sur les lieux. Il a vu l'appareil se briser en deux. Une moitié sur la colline, l'autre dans la gorge. Les équipes de secours se sont immédiatement mises au travail. Mais les pentes abruptes et l'incendie intense ont compliqué les opérations. Bishnu Tiwari,
Un habitant venu aider a déclaré avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. Mais la fumée épaisse et les flammes rendaient tout accès impossible. Des photos et vidéos publiées en ligne montraient une épaisse fumée noire s'élevant du site du crash. Des débris jonchaient la zone. Secouristes, soldats et volontaires vont récupérer des corps, beaucoup gravement brûlés. Le lendemain, 63 victimes avaient été retrouvées. À Katmandou, les familles attendaient des nouvelles à l'aéroport international Tribhuvan, dans la douleur et la confusion. À Ghazipur, les proches des 4 amis indiens étaient sous le choc. Le père de Sonu, Rajendra Prasad Jaiswal, a dit qu'il n'avait pas eu la force de regarder la vidéo. Le père d'Anil Rajbar a confié que son fils avait fait sa valise en silence avant de partir, alors qu'il travaillait au champ. Il s'agissait de la pire catastrophe aérienne du Népal depuis 1992, quand 167 personnes avaient trouvé la mort à Katmandou. Les 72 passagers et membres d'équipage de ce vol furent présumés morts, dont 6 enfants et 2 nourrissons. Parmi eux, 15 étrangers, 5 Indiens, 4 Russes, 2 Sud-Coréens et un Argentin, un Irlandais, un Français et un Australien. Parmi les victimes figurait la blogueuse de voyage russe Elena Banduro qui avait posté « Go to Népal » juste avant d'embarquer. Le Premier ministre népalais a ordonné une enquête et décrété un deuil national le 16 janvier. Les équipes ont travaillé jusque tard dans la nuit pour rechercher les restes dans la gorge profonde de 300 mètres. 2 survivants avaient été retrouvés vivants, mais ils sont décédés par la suite. Les experts ont plus tard évoqué un possible problème technique avec le système d'hélice lors de la descente comme cause de l'accident. L'âge de l'appareil n'était pas considéré comme le principal facteur. Le Népal fait face à de nombreux défis en matière de sécurité aérienne. Relief difficile, météo changeante, formation limitée des pilotes et entretien insuffisant. Depuis 2013, les compagnies népalaises sont interdites d'accès dans l'Union européenne. En Inde, le gouvernement a apporté son soutien aux familles des victimes et organisé leur déplacement vers le Népal. Les 4 amis étaient arrivés le 13 janvier, avaient visité un temple et prévu de faire du parapente à Pokhara avant de rentrer chez eux en train. À la place, ils ont trouvé la mort dans l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire du Népal. La vidéo de Sonu reste l'un des rares enregistrements d'un tel moment capté en temps réel. Son authenticité a été confirmée grâce aux données de vol et au suivi GPS. Mais pour les familles, cette vidéo n'est qu'un souvenir douloureux. Certains restaient silencieux, d'autres demandaient de l'aide. La plupart ne faisaient que fixer leur téléphone, regardant les derniers instants de 4 jeunes hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux. Le 18 août 2022, à Chatsworth, en Ontario, Helen Wendy Nyabuto, une infirmière kenyane de 24 ans, séjournait au Kim Hotel. Elle vivait à Toronto, au Canada, depuis environ 3 ans, travaillant à temps partiel dans un centre de soins de longue durée tout en poursuivant des études d'infirmière. Ce jour-là, elle ne travaillait pas, elle n'étudiait pas non plus. Elle était seule, profitant d'un moment de repos entre 2 gardes. Dans l'après-midi, Helen a ouvert Facebook et lancé un live stream. Tout semblait normal. Elle souriait, riait et échangeait avec ses spectateurs. À un moment, elle a plongé la tête sous l'eau avant de remonter, toujours souriante. La piscine était calme. Aucun membre du personnel n'était présent et il n'y avait pas d'autres clients à proximité. Environ 10 minutes après le début du direct, Helen a quitté son téléphone et s'est dirigée vers le grand bassin. On ignore si elle connaissait la profondeur ou si elle savait bien nager, mais elle a sauté. Presque immédiatement, tout a changé. Elle en est remontée à la surface, mais en détresse. Elle agitait les bras et haletait bruyamment. Ses appels à l'aide étaient clairs, mais personne n'était là. Le téléphone, toujours en train de filmer, a tout enregistré. À peine 2 minutes plus tard, l'eau est redevenue immobile. Plus aucun bruit, plus aucun mouvement. Bien que la caméra n'ait pas directement capté la scène, le silence parlait de lui-même. Le live stream a continué pendant encore 3 heures, ne montrant qu'une piscine vide et figée. Personne n'a remarqué. Vers 17h44, 2 clients du motel se sont finalement approchés. Le live était toujours en cours. L'un d'eux a aperçu quelque chose dans l'eau et a cru que c'était un caniche. « Pourquoi y a-t-il juste une personne morte dans l'eau ?» a demandé l'un. « Je pense que c'est un caniche ou quelque chose comme ça », a répondu l'autre. Ils sont restés au bord, troublés et incertains. « Et si c'était vraiment quelqu'un de mort ?» a insisté l'un. « Moi, je ne rentre pas dans cette piscine », a dit l'autre. « On dirait un vrai cadavre. » Finalement, ils ont prévenu le personnel du motel. Les secours sont arrivés peu après. Ambulanciers, pompiers et police provinciale de l'Ontario sont intervenus. Hélène a été sortie de l'eau, mais il était trop tard. Elle y était restée pendant des heures. Son décès a été constaté sur place. Hélène avait déménagé au Canada en 2019 avec un visa de 10 ans. Elle vivait à Toronto,
avec son jeune frère, Enoch, et travaillait dans un centre de soins de longue durée près de Collingwood, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. Ses amis la décrivaient comme attentionnée et travailleuse. Un proche, Alphonse Nyamwaya, a expliqué qu'Hélène avait une profonde passion pour aider les autres. Elle n'était pas retournée au Kenya depuis son arrivée au Canada. Son père, John Kiyondi Nyabuto, a témoigné depuis le Kenya qu'elle était le principal soutien de la famille. Elle payait les frais de scolarité et participait aux dépenses quotidiennes. Elle m'aidait à éduquer ses frères et sœurs, a-t-il dit. Maintenant, je suis bloqué. Je ne sais pas comment ils vont continuer l'école. 2 jours seulement avant sa mort, elle avait promis d'envoyer un nouveau téléphone à son père. Il a affirmé qu'aucun signe particulier ne transparaissait dans sa voix. Les rumeurs en ligne sur son état mental ont été rejetées par son père, qui a déclaré qu'elle n'avait jamais montré de signes de détresse. Il a appris son décès, non pas par la police, mais par un ami. Les autorités canadiennes ont confirmé la mort par la suite, sans donner beaucoup de détails. Interrogé sur le livestream, il a dit « J'ai regardé cette vidéo, j'ai pleuré, c'est terrible ». Enoch a lancé une campagne GoFundMe pour rapatrier le corps au Kenya, selon la tradition locale. La page a rapidement récolté plus de 50 000 $ canadiens, soit plus de 38 000 $ américains. Des centaines de personnes ont donné, laissant des messages de soutien. Enoch a décrit sa sœur comme pleine de vie, avec un sourire chaleureux qui redonnait de l'énergie aux autres. La police provinciale de l'Ontario a confirmé que sa mort n'était pas considérée comme suspecte. Le livestream original a été supprimé de Facebook, mais des copies ont continué de circuler en ligne. Le motel a confirmé qu'elle avait séjourné sur place sans faire de commentaires publics. Pour sa famille, la perte n'était pas seulement émotionnelle. Elle a aussi entraîné une lourde incertitude financière. Hélène était leur pilier. Elle n'avait que 24 ans. Elle avait traversé le monde avec de grands rêves et un profond sens du devoir envers sa famille. Ces derniers instants ont été vus par des milliers de personnes. Mais derrière l'écran, il y avait une jeune femme qui cherchait simplement à bâtir une vie meilleure, pour elle et pour tous ceux qu'elle aimait.